depuis la prise de parole de la mère et agent du joueur, comment ça se passe au club? Alors c'est intéressant de parler de la prise de parole de Véronique Rabiot parce que le club assure depuis ce matin que toute cette affaire aurait été un peu minimisée si jamais elle n'avait pas pris la parole. Alors, on les croit pas. Le fait est qu'ils avaient annoncé que Rabiot, ils souhaitaient que Rabiot partait avant la prise de parole de Véronique Rabiot, mais eux disent en gros, puisqu'elle a décidé de tout faire fuiter dans la presse, nous aussi on va donner notre version et on va faire fuiter ce qui s'est passé, leur réalité, en disant que jusqu'à maintenant ils avaient souhaité être un peu plus calmes sur la version de ce qui s'est passé dans les vestiaires vendredi. Le club estime que tout le tapage médiatique, entre guillemets, est de la responsabilité de Véronique Rabiot. C'est leur version. C'est leur version, exactement. D'accord. Par rapport justement à Adrien Rabiot, vous l'avez dit hier, Anthony Clément également nous l'a confié, il est très étonné de cette situation. Comment il se sent, comment lui vit cette tragédie, le mot est fort, mais en tout cas toute l'actualité qu'il y a autour de lui. Oui, c'est pas une tragédie, mais clairement il est tombé de haut. Il ne comprend pas déjà la communication du club, parce qu'on lui dit au début que le club ne veut pas de lui parce qu'il y a un manque d'investissement. Ensuite, on lui dit bah non, c'est parce qu'il y a eu des coups échangés vendredi dans le vestiaire à Rennes. Donc lui, il ne comprend pas vraiment aujourd'hui quelle est la position réelle du club. Il dit manque d'investissement, mais c'est pas possible. En fait, moi, je suis arrivé à l'OM, j'ai montré que j'étais investi dans ce club-là. J'ai tout fait pour rester. J'ai eu des offres financièrement plus importante cet été, pourtant je suis encore une fois resté. Et derrière tout ça, il y a une théorie aujourd'hui autour d'Adrien Rabiot, c'est de dire c'est pas possible en fait. C'est ni la bagarre ni le manque d'investissement, il y a quelque chose derrière. Ils ont utilisé ça comme excuse. Et eux, la théorie, c'est de dire aujourd'hui, ok, peut-être que comme j'ai refusé de prolonger pour l'instant jusqu'au bout, les négociations n'avancent pas pour prolonger, il me reste un an de contrat. Peut-être que l'OM veut rentrer dans ses frais et réaliser une opération financière à la fin. On rappelle que l'Olympique de Marseille. C'est leur version. Oui, on rappelle que l'Olympique de Marseille demande 15 millions d'euros pour son milieu de terrain. Par rapport à cette affaire de la prolongation de contrat, certains évoquent qu'il parlait pour une prolongation de contrat de 3 ans. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Oui, alors ce qui est sûr, c'est que Rabiot ne signe jamais de contrat de très longue durée. Donc 3 ans, je pense que ça ne peut pas le faire. Il accepterait 2 ans peut-être, mais 3 ans ou une année supplémentaire pour essayer de ne pas partir libre. Mais 3 ans, c'est très rare de le voir signer des contrats entre 3 et 5 ans. Je crois que ça lui est jamais arrivé en club. Donc oui, ça avançait pas. Ce qui est une certitude, c'est que l'OM lui a fait une proposition avant même l'été et que lui, pour l'instant, il n'a jamais accepté cette proposition. Selon le club, c'est une proposition irrefusable. Plus gros salaire du club et peut-être même de l'histoire du club, selon l'OM. Ah oui, carrément. Oui. Et de dire que c'était difficile pour lui de refuser, sauf que pour l'instant, il n'avait jamais accepté cette offre-là. Par rapport à Adrien Rabiot, et c'est vrai que c'est le sens un peu de toutes les déclarations de Mehdi Benatia, de Pablo Longoria, même Anthony Clément et vous-même, lorsque vous rapportez cette affaire, tout le monde parle d'une violence inouïe dans la bagarre. Est-ce que vous, c'est aussi les retours que vous avez, ou c'est un accrochage, peut-être qu'on ira voir Fred après, comme il y a dans beaucoup de vestiaires? Non, après, chaque camp essaie aussi aujourd'hui de se défendre. Et violence inouïe, non. Il y a eu des coups échangés. Alors, on peut dire que c'est une violence qui est inhabituelle dans un vestiaire de foot, parce que vraiment, il y a eu des coups. D'habitude, quand il y a une bagarre dans un vestiaire, c'est très vite séparé par les joueurs, et les joueurs n'ont même pas le temps d'en venir aux mains. Ouais. Là, il y a eu des coups. On voit par exemple parfois en match où il y a un front contre front et ça s'arrête. On sait exactement ce qui s'est passé dans le vestiaire. Il y a un coup de poing échangé de Rabiot envers Rowe. Les joueurs ont été séparés. Rowe a quitté le vestiaire. Il a fini par revenir dans le vestiaire et échanger des coups. Il a remis des coups à Rabiot par derrière. Et ça s'est rééchangé des coups derrière. Et ça a été séparé. Et les joueurs sont séparés. Si ça, c'est violence inouïe, je pense qu'on peut aller plus haut et plus loin dans la violence pour parler de violence inouïe. Même si c'est déjà largement condamnable. C'est condamnable, il n'y a aucun problème de ça, mais je pense que violence inouïe, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à cette affaire de bagarre, il y a aussi ce que veut faire passer l'Olympique de Marseille, c'est le respect de l'institution, c'est le sens des déclarations de Pablo Longoria, c'est aussi le sens du communiqué qui est sorti hier. Est-ce que ça, selon vous, c'est quelque chose de compréhensible et c'est quelque chose qu'entend le clan Adrien Rabiot? Ah non, alors qu'ils ne l'entendent pas du tout. Vraiment, ils ne comprennent pas cette décision et ils estiment que c'est un manque de respect même envers Adrien Rabiot. Ce qui est une certitude, c'est que forcément,
cet épisode-là arrive après des petites choses qui ont dû se passer dans tout l'été. Mehdi Benatia, on l'a dit aujourd'hui chez nos confrères d'RMC. On peut l'afficher, cette déclaration. D'ailleurs, Romain Gégou, qui est en régie potentiellement, ce n'était pas prévu aussi, mais on s'adapte aux propos de Loïc. Il a évoqué cet été olympien où il a déclaré que certains joueurs arrivaient en retard, qu'on avait demandé à ces joueurs de régler les amendes avant la première rencontre de championnat face à Rennes et que les joueurs n'avaient pas joué le jeu. Clairement, il estime qu'il y a un relâchement depuis la qualification en Ligue des Champions chez beaucoup de joueurs. Voilà, vous, c'est pas les retours que vous avez. Donc, si sur le relâchement, on peut le croire. Mais forcément, c'est donc là ce qui s'est passé vendredi, c'est le point final de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Donc, ils prennent pas une décision, finalement, quand on l'écoute, qui n'est pas que sur ce qui s'est passé vendredi, mais aussi pour dire, OK, là, on est allé trop loin, on a laissé passer trop de choses pendant l'été. Là, vous allez trop loin, il faut une sanction exemplaire vis-à-vis de tout le groupe. Je pense que s'il n'y avait que vendredi, que cet épisode dans le vestiaire, peut-être qu'ils l'auraient réglé différemment. Merci beaucoup Loïc. Si vous voulez partir, vous pouvez. Sinon, vous pouvez rester encore un peu avec nous. Vous êtes bien là, si vous voulez, très beau t-shirt d'ailleurs. Ben ouais, mais bon, je suis dans la minute. Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc, je le disais, Pablo Longoria qui s'est exprimé chez nos confrères de l'AFP, il a dit énormément de choses. On vous a sélectionné des déclarations qu'il nous estime être importantes. On va commencer par la première. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football comme dans toute organisation. Une décision qui protège l'institution, qui protège la saison. Haute déclaration du président Pablo Longoria. Vous pensez que moi, président de l'Olympique de Marseille, je suis content d'arriver à ce type de situation avec l'un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j'ai présenté comme un exemple. Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d'une situation, une bagarre sans limite qui est complètement inouïe dans le monde de football. Et enfin, dernière déclaration, insinuer ça. Il parle que la situation que l'Olympique de Marseille voudrait vendre Adrien Rabiot pour faire une opération financière, c'est aller contre la vérité et c'est manquer de respect à l'intelligence des gens. Pendant tout le mois de juin, on a appelé Adrien tous les jours parce qu'on voulait absolument qu'il continue avec nous. Je vais quand même faire rentrer mon plateau, si ça ne vous dérange pas. Loïc, Fred, quand on lit toutes les déclarations du président Pablo Longoria, est-ce que ça change un peu le regard sur l'affaire et on arrive un peu plus à comprendre la décision du club, la décision de l'Olympique de Marseille? Déjà, on l'attendait fortement. Ça fait 3-4 jours qu'on n'avait pas encore eu les dirigeants marseillais. On a eu beaucoup d'informations, mais pas encore la vérité. Leur vérité, en tout cas, de la part du président et même du directeur du football, tout simplement, Mehdi Benatia. Parce que je pense que c'est lui aussi qui incarne l'Olympique de Marseille. C'est vraiment un trio, Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Oui, mais je pense que Mehdi Benatia, c'est celui qui, derrière, met des coups de bâton, parce que Roberto De Zerbi, il est là, c'est effectivement, mais il ne peut pas gérer non plus les 30 joueurs de l'Olympique de Marseille. Maintenant, moi, j'aimerais bien revenir aussi sur le cas d'Adrien Rabiot, puisque c'est un joueur, j'ai été joueur. Dans un vestiaire, je me suis embrouillé aussi avec pas mal de personnes. Vous êtes déjà battu? Battu, pas jusque-là, mais en tout cas, des têtes contre têtes, des chiffonnages, des poussades aussi. Je me rappelle d'une altercation même avec Jérémy Ménez à Monaco, et ça ne nous a pas empêché de continuer la saison, de marquer des buts et d'avoir des passes décisives. On n'est pas obligé de s'aimer dans un vestiaire. Ouais. Par contre, le collectif doit être numéro 1 et l'institution doit aussi passer au-dessus. Donc, à partir de là, j'aime... Les déclarations de Pablo Longoria, elles sont un peu bizarres. Ouais. Elles sont un peu bizarres parce que... parce que pour vous, ça aurait été possible de passer outre pour l'intérêt du collectif et de continuer, en fait. Oui. Pour moi, oui. Parce que des choses comme ça... Alors, avant, il n'y avait pas autant de médias et de réseaux sociaux. Donc, mais après, les situations marseillaises, elles sont quand même assez explosives. Les déclarations sont explosives de la part de tout le monde et de la part aussi de Pablo Longoria. Maintenant, est-ce que... Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très grave. La bagarre, elle a été violente, ça c'est vrai. Il ne faut pas passer là-dessus. Mais de là, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose et qu'on saura plus tard. Pas dans le vestiaire en tout cas. Vendredi, c'est sûr que non. Toutes les deux versions. Mais les deux versions sont OK. Celle du joueur et celle de l'OM sont les mêmes sur ce qui s'est passé vendredi dans le vestiaire. Donc à mon avis, là pour le coup, on sait ce qui s'est passé. Ouais. Timothée, je sais que vous aimez les mots, l'importance des mots, que vous faites très attention à ça. Par rapport aux déclarations de Pablo Longoria, vous les recevez comment, vous? Je les reçois comme celles d'un chef d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est très important puisque vous parlez des mots. Il dit ce qui s'est passé, ça n'est pas acceptable dans un club de football, comme ça le serait dans n'importe quelle organisation. Et dans cette situation-là,
j'essaye de me mettre un peu à la place de Pablo Longoria et je me dis, tiens, si j'étais... ça n'arrivera jamais directeur de la rédaction de l'équipe et que tout d'un coup Loïc Tanzi on embrasse Marc Lasse, désolé. Non mais si tout d'un coup Loïc Tanzi et Giovanni Castaldi en venaient à s'insulter fortement, en venaient aux mains. Est-ce que je prendrais simplement une décision de mise à pied? Est-ce que ça irait plus loin? Je ne sais pas. C'est assez difficile. Ça a d'ailleurs été leur première décision. La première décision, c'est la mise à pied. Après, on semble comprendre qu'il y avait aussi des éléments qui tendaient à prouver que peut-être qu'Adrien Rabiot avait donné un petit peu moins pendant l'été. Mais c'est là un peu, pour moi, où ça coince, c'est qu'en fait, Rabiot, il est arrivé à Marseille par la petite porte parce que c'est un ancien Parisien. Il a fait tout ce qu'il fallait pour s'intégrer. Il a donné sur le terrain entière satisfaction. Ça a probablement été le meilleur Marseillais la saison dernière. Est-ce que cela suffit à excuser un comportement comme celui-là? Non, certainement pas. Est-ce que cela aurait dû suffire à l'amortir, ce comportement? Peut-être. Mais oui, j'entends la position de Pablo Longoria. J'ai peur malheureusement que sportivement, ça se retourne contre le club. En revanche, c'est bien, il assoit l'institution et c'est quelque chose de difficile à Marseille. Tidiani, il le dit dans sa déclaration, il dit le club est victime. Est-ce que selon vous, parce qu'on sait qu'à Marseille, la communication par rapport aux supporters est extrêmement importante, que ça peut aller vite quand les supporters de Marseille parfois s'enflamment et s'embrasent, est-ce que là c'est un message pour les supporters? Déjà, il faut quand même rappeler que le premier fautif, ça reste Rabiot. Parce que Rabiot met un coup à Rault, tout du moins, il est impliqué dans une altercation d'une violence inouïe, pour reprendre les propos de Pablo Longoria. Donc, quels que soient les doutes, les hypothèses qu'on peut soulever, il y a quand même cet élément-là qui reste central. La faute, c'est Rabiot. La faute, parce que là, c'est plus une erreur, c'est une faute. Oui. Quand on est dans ce fameux cadre un petit peu d'entreprise juridique, une faute, ça peut occasionner un licenciement. Donc, la principale faute, elle est de Rabiot. Ça, lui, il ne s'en cache pas. Hein. Il ne s'en cache pas. Maintenant, si c'est une faute, il accepte la faute. Maintenant, dans la chronologie des faits, et parce qu'il est important que chacun comprenne, y compris ceux qui sont les destinataires du message, le public dont vous parlez, Giovanni, évidemment, là, on est rentré dans une bataille de communication qui est indirectement aussi une bataille d'opinion. Parce qu'il va y avoir version contre version, déballage contre déballage. Et donc l'idée, ça va être qui va gagner la bataille de l'opinion. Là, maintenant, c'est acté. Rabiot ne rejouera plus avec l'Olympique de Marseille. Il va falloir trouver la meilleure solution. Donc là, on est dans une bataille d'opinion. Et là, dans cet aspect-là, je trouve que l'OM ne joue pas bien sa carte. Parce que déjà, le laps de temps qu'ils mettent pour réagir est trop long. Et ils laissent Véronique Rabiot s'engouffrer, alors que Véronique Rabiot est un animal médiatique. Et donc aujourd'hui, on allume des contre-feux, mais c'est presque déjà trop tard. Et Timothée a soulevé un point très très intéressant, c'est qu'il y a des choses qui sont un peu discordantes aussi dans la version de l'OM. C'est-à-dire que comment on passe d'une simple mise à pied à un joueur qui arrive sur le marché des transferts. C'est bien qu'il y a ce fameux facteur aggravant. En 2 jours, bien sûr. En 2 jours. Ce facteur aggravant, sur lequel, en fait, malgré ce que dit Longoria dans l'AFP et ce que dit Benatia sur RMC, on n'a toujours pas levé le voile sur ce fameux facteur aggravant qui permettrait, en fait, à chacun de se positionner beaucoup plus clairement. D'autant plus curieux que, comme le dit Loïc, Adrien Rabiot a admis sa faute. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si Rabiot avait été vent debout contre la sanction qui avait été la sienne d'être mise à pied, mais on n'a pas l'impression que ce soit ça. On a l'impression qu'il a dit OK, j'ai fait une erreur. En revanche, le club parle il n'y a pas eu d'excuses derrière. C'est notamment ce que Mehdi Benatia dit chez nos confrères de RMC, qu'il a énormément regretté. C'est pour ça qu'ils ont laissé cette plage, malgré la défaite, de 48 heures off à tout le monde pour que tout le monde serre la tête et un peu reprenne ses esprits. Et ça a été regretté de la part du club qu'il n'y ait pas de message d'excuses, que ce soit aussi bien Jonathan Rowe ou Adrien Rabiot. Ça s'entend, ça s'entend. Après, peut-être que si, Fred l'a dit, il s'est déjà pris la tête avec des joueurs. J'imagine aussi que quand tu reviens à l'entraînement, tu te fais la gueule pendant 3 jours, et puis après, il y a une petite tape, un petit coup d'épaule, on rigole, on se relève. On a tous connu ça, même en amateur, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, on va dîner ensemble. Ah bah voilà, il faudra nous inviter une fois. Yohan, allez-y. Moi, je suis rassuré vraiment par quelque chose, c'est qu'on sait que le milieu du foot est totalement hors sol, c'est pas du tout le monde de l'entreprise. Et de voir, en plus, moi, j'adore Rabiot, j'ai toujours défendu Rabiot, j'ai toujours été son avocat, je pense que c'est vraiment vous commencez comme ça, un modèle. Ça me sentir mauvais pour non, mais vraiment, je tiens à préciser, les téléspectateurs le savent, depuis 10 ans, je dis que du bien de ce joueur et de cet individu. Mais là, je trouve incroyable, et c'est positif, c'est-à-dire que là, un club
prend une décision juste logique qui va même contre l'intérêt de son club. Ouais. Voilà, il y a eu dans un vestiaire, des coups ont été échangés et tu l'as si bien dit, si à la chaîne d'équipe ici, il y avait un gars qui tapait un autre gars dans la foulée, évidemment, il ne remettrait jamais les pieds dans l'entreprise, ça me paraît évident. Là, il y a deux joueurs quel qu'il soit, Comment quel qu'il soit, quel que soit son statut, quelle que soit sa valeur. Non mais là, oui, malheureusement, mais sauf que là, et c'est pour ça que je trouve que c'est très fort de l'Olympique de Marseille, dans un vestiaire. On a des exemples ici. Hein. Pas de taper, mais il y a des choses qui ont fait des trucs graves, malheureusement. Et deux joueurs se sont tapés dessus. Et bien là, alors malheureusement, je suis très étonné aussi pourquoi ça a mis autant de temps. Pourquoi ? Parce que mais après, c'est le milieu du foot aussi qui est si particulier. Mais au final, quand même, il y a deux joueurs qui ne remettront plus jamais le maillot de l'Olympique de Marseille. Et je trouve que dans ce milieu qui est totalement anormal, qu'une décision normale, enfin normale en 2025. Le côté rationnel, en fait, vous rassure. Bah oui. Et alors évidemment, après, c'est parce que c'est l'Olympique de Marseille, c'est le foot, il y a forcément encore des choses qu'on va apprendre. Mais moi, l'affaire, elle est quand même basique. Il y a quand même apparemment, je vois pas l'intérêt de Longoria de dire c'est une violence inouïe si ce n'est pas le cas. Oui, par contre, il dit si, en gros, derrière, Mehdi Benassia dit en gros, c'est des excuses, on serait passé derrière. Il dit on n'a pas d'excuses, donc ça veut dire quoi ? Il s'excuse, on oublie la violence inouïe, alors c'était fou dans le vestiaire. Mais à un moment donné, il a failli le tuer, mais alors s'il s'excuse derrière, ça passe. Mais il faut pas qu'on. Le fait principal quand même, c'est que dans un vestiaire de foot, il y a quand même. On peut s'engueuler, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des mots, mais il y a un moyen quand les coups sont échangés. Et je trouve que c'est très très fort de l'Olympique de Marseille, parce que franchement, ça va contre eux, mais au bout du compte, ça sera en leur faveur. Il le dit d'ailleurs, Pablo Longoria dit le club est victime. Pierre, par rapport à ce qu'évoque Johan, c'est vrai que tous, on a été estomaqués par cette affaire. C'est surréaliste ce qui se passe. En fait, Marseille est dans son bon droit et agit correctement dans un monde d'entreprise. Bah, je sais pas, non. Dans une entreprise, tu as des mises à pied, effectivement, tu as des avertissements, des sanctions avant de virer quelqu'un. Et par ailleurs, là, c'est un peu particulier, parce que c'est des joueurs qui sont en CDD, pas vraiment en CDI, donc il y a une logique de transfert. En entreprise, tu fais pas ça. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on mette toujours en avant le côté institution, parce que derrière le côté institution, on fait passer aux supporters des choses qu'ils n'accepteraient pas dans leur entreprise. Oui. Et ça m'embête toujours un peu, parce que d'un coup, c'est l'institution chez les autres, mais toi, au boulot, tu n'accepterais pas ça. Ce qui est un peu dérangeant, je trouve, dans la communication de l'OM, et même un peu de Rabiot, finalement, c'est qu'on sent bien qu'il y a une espèce de gestion, de situation de crise, avant de passer à la gestion de crise, qui est, comme tu l'as dit, on garde chacun des boules puantes, des petits sous-entendus par-ci, par-là. L'interview de Benassia, c'est je vais rien dire, mais je vais quand même tout dire. C'est je protège mon vestiaire, mais je dis que mon vestiaire, depuis un mois, il ne fout pas grand-chose. C'est quand même un peu particulier. Il y a une ambiance qui est qui est pas saine, je trouve, à l'OM depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis Auxerre, etc., tout ce qu'on a vu avec Longoria et Benassia la saison dernière. Et il y a autour de Rabiot, je pense, une incompréhension. Alors qu'il y avait je pense, qu'il y a quelque chose d'assez naturel qui aurait pu se passer. Je parle d'entreprise. Jonathan Roux est sur le départ. Oui. De toute façon. Avant même l'affaire, il était sur le marché. S'il était parti et que tu avais mis Rabiot de côté pendant ce temps-là, je pense qu'ils auraient pu trouver un accord, de se dire, bon, t'as déconné ce soir-là. 2 semaines, tranquillement. 2 semaines, 3 semaines, tant que Jonathan reparte, après la première trêve internationale, j'en sais rien. Et trouver un accord comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que la rumeur de l'élément un peu manquant, et cet élément manquant qui serait, par exemple, la prolongation de contrat, une revalorisation à l'été ou un truc comme ça, je pense que c'est pour ça que le encore. Il y a juste un truc que je voulais rajouter par rapport Fred, allez-y, après Timothée. Qu'a dit Tidiane par rapport à la faute grave. Quand il y a une faute grave, il y a licenciement. Oui. Bah oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, Rabiot, s'il y a licenciement, ça veut dire qu'il est libre. Oui, ils sont pas bêtes. Hein. Alors que là, aujourd'hui, justement. Donc c'est ça le problème. Le petit truc, il est où? Parce que c'est là où s'arrête l'analogie avec l'entreprise classique que faisait Pierre. Timothée, vous vouliez réagir? Non, dans ce que dit Pierre, moi, ce qui m'ennuie profondément pour l'Olympique de Marseille, qui est un club pour lequel j'ai du respect du fait qu'il soit un club extrêmement populaire dans une ville qui respire le foot, c'est que effectivement la saison dernière était une saison électrique. On a parlé effectivement du fait qu'il y a eu ce match à Auxerre, mais il y avait la tension du résultat. Et je pensais que le résultat, que cette deuxième place allait apporter de la sérénité. Actuellement, on est 68 heures très belle montre. Après. Tout ça pour montrer ça à mon Encore, il n'est pas vert. C'est bizarre. Le bizarre bracelet, il n'est pas vert. Même pas. On est 68 heures après ce qui s'est passé dans le vestiaire de Rennes-Marseille et 68 heures après la première journée de Ligue 1. Et Marseille a déjà explosé. Et je trouve ça... c'est vraiment problématique parce que je pensais vraiment que cette deuxième place, ça allait leur permettre de partir sur une dynamique de stabilité. Et ça devait être ça. Dans n'importe quel club, ce serait ça. Oui, mais c'est une deuxième place qui était acquise dans une forme de douleur quand même.
Sur 34 matchs, il y a eu quand même 26% de défaites. Enfin, tu vois, c'était laborieux. Une fois qu'elle est acquise, elle doit te permettre de construire sereinement. C'est ça que je veux dire. Et Loïc, je parle sous votre contrôle par rapport au retour qu'on a eu aussi sur ce côté explosif après une journée. C'est que la saison dernière a été très éprouvante en interne du côté de l'Olympique de Marseille. On connaît, il y a tous les épisodes publics quand même qu'on connaît. Il y a maintenant le documentaire qui est sorti cet été. Là aussi, on voit qu'il y a eu des problèmes entre De Zerbi et certains joueurs. Non, toute la saison, c'est compliqué. En fait, pour moi, c'est le coach qui entretient ça toute la saison, en mode, lui, c'est une pile électrique, lui, c'est un volcan, il peut exploser à tout moment. Alors, au bout d'un moment, ça arrive aussi à ses joueurs, puisque c'est ce qu'il transmet à ses joueurs. Timothée Mémon est un homme de médias, c'est pour ça qu'il présente l'équipe du soir. Il a parlé de la 2e place et justement, on va parler des ambitions de l'Olympique de Marseille. Tidiani l'a aussi déclaré, on ne verra plus Adrien Rabiot sous le maillot de l'Olympique de Marseille et forcément, ça change quelque chose. Pourtant, Marseille était ambitieux cette saison. On écoute Léo Balerdi. Les objectifs de l'OM, de nous, de l'équipe, en première, de le club, c'est de se qualifier au Champions League toutes les années. Mais aussi pour l'équipe, c'est de nous améliorer, de faire des choses mieux qu'avant. Et moi, personnellement, comme j'avais dit, de faire un meilleur Champions League et aussi d'essayer de réduire l'écart entre le PSG et nous. Voilà, c'était Léo Balerdi sur les ambitions de l'Olympique de Marseille. Évidemment, sécuriser la 2e place, montrer un très bon visage en Ligue des Champions et titiller un petit peu plus le Paris Saint-Germain. Avec le départ d'Adrien Rabiot, est-ce que Marseille peut garder ses ambitions? Habillage à l'américaine. De star même. Fred Pickham. Oui. Oui. Tidiani. Oui. Bah, dis donc. Loïc, non, désolé, vous on rentrerait après sur le débat. C'est juste que l'habillage n'est pas extensible. Ah ouais, on n'a pas reçu une caméra pour moi en fait. On n'a pas une caméra isolée. Exactement. Vous avez une camiso. Johan. Oui. Tidiane. Oui. Timothée, pardon. Président. Bah plutôt oui. Plutôt oui. Oh là là. Loïc, vous aussi oui? Ah, sans Rabiot, non. Ah, j'ai le seul nom. Bon, alors on fera pas de duel, hein, je vous le voilà. Vous allez entendre vos petits camarades et puis vous pourrez répondre. Loïc, pourquoi Tidiani pour vous oui? C'est quand même le meilleur joueur de la saison passée avec Mason Greenwood. Oui, mais pour moi, non seulement l'OM peut, mais doit garder des ambitions, même sans Adrien Rabiot, parce que, en fait, admettre ou envisager autre chose, bah, c'est déjà porter un coup à la portée souhaitée par cette décision. C'est-à-dire que on nous explique qu'on veut, à travers cette sanction, renforcer l'institution. Mais si derrière, on admet que sans un joueur, bah, en fait, tout s'écroule, bah, c'est totalement incohérent. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et puis même, si tu dois prendre l'angle purement sportif, il y a un an, on va dire, peut-être pas jour pour jour, mais presque, l'Olympique de Marseille clôture son mercato sans Adrien Rabiot et avec l'ambition de terminer 2e. Alors après, lui, il vient courant septembre et c'est une énorme valeur ajoutée qui fera sa différence pendant la saison. Mais je veux dire, avec ou sans Adrien Rabiot, l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est de terminer sur le podium. Et moi, je vais même dire de s'imposer comme la 2e force du football français. Pour moi, tu ne peux pas envoyer un autre message a fortiori avec ce timing-là. Johan, vous dites que vous êtes un fervent défenseur d'Adrien Rabiot. Pour le coup, sportivement parlant, moi je trouve que c'est une perte incommensurable pour Marseille. Bien sûr. Selon vous, et notamment dans la Ligue des Champions, est-ce que vous pensez que malgré tout, on peut maintenir ses ambitions? Oui, pour moi, ça ne devra en aucun cas être une excuse, parce que quand tu vois, pardon, je donne quelques noms seulement. Allez-y. Medina, Gomez, Højbjerg, Pachao, Greenwood, Timothy Weah, Aubameyang. Alors évidemment, c'est pas le niveau de. Là, on parle d'un titulaire en équipe de France. Bien sûr, non, mais c'est un joueur vraiment extraordinaire. Alors après, tu mets qui à sa place? Est-ce que tu fais Greenwood finalement? Ils ont recruté quand même chez dans l'axe. Ils ont 10 jours pour recruter. Ouais. Mais je trouve que vraiment, on ne peut pas avoir. Marseille ne doit pas avoir d'excuses. Marseille a un propriétaire avec McCourt qui continue à mettre de l'argent depuis des années, où c'est quand même sérieux avec ses dirigeants. T'as gardé l'entraîneur, t'as eu quand même des recrues. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas le Real Madrid, c'est pas Chelsea, c'est pas. Mais quand même, au niveau déjà français, pour moi déjà, je pense que cet Olympique de Marseille doit rivaliser avec le. Même sans Rabiot, ils ont le 2e effectif du championnat. Oui, parce que quand même, les qualités, Pachao, c'est quand même pas rien. Il a montré déjà en Ligue des Champions. Il a montré. Après, c'est la position. Si Rabiot, vraiment, il voulait mettre Rabiot en 10, tu mets qui, disons, comme patron du jeu? Alors, est-ce que tu t'aisonnes un petit peu Greenwood? Tu mets Greenwood? Est-ce que tu fais un mercato dans les 10 derniers jours? C'est vrai que. Peut-être moi ça manque peut-être un vrai numéro 10, quelqu'un à 9,5. Il est déjà dans l'effectif, le numéro 10, les amis. Il y a Harit, c'est ça, Harit? Non. Angel Gomez. Il y a Angel Gomez dans l'équipe. Il peut jouer un peu plus haut. Et si tu vas chercher quelqu'un, aujourd'hui, il y a Benasser qui a déjà fait 6 mois. Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils veulent que Benasser a envie de revenir à l'Olympique de Marseille.
Donc s'ils vont faire là aujourd'hui, ils vont faire de forcing pour aller chercher Bennacer. Surtout que le Milan. Et Bennacer, il joue dans ce projet-là, c'est qu'il est devant la défense. Et ce que cherche Roberto De Zerbi, c'est le premier relanceur, avec derrière la charnière centrale, puis aussi un milieu de terrain qui est capable, techniquement, de faire jouer les autres milieux de terrain qui sont un peu plus hauts et de jouer latéralement. Et là, Bennacer, il est quand même, en espérant qu'il soit moins blessé que d'habitude, de pouvoir faire relier les choses. Et donc, pour moi, le numéro 10 de cet Olympique de Marseille, c'est Angel Gomez, qui doit jouer un peu plus haut. Juste sur l'aspect purement mercato, on sait que vous êtes spécialiste du marché des transferts. C'est quoi les... je vais quand même mettre un carton. J'ai rien à dire. Ouais, non mais là, Fred, quand même, son salaire astronomique est justifié par ces infos mercato. Si on retire ça, là, vous fragilisez notre Tanzi. C'est quoi les plans le jet. C'est quoi les plans de l'Olympique de Marseille? Au moins un défenseur central et un offensif. Après, ils vont devoir prendre un milieu de terrain si Rabiot finit par... La piste Bennacer, c'est potentiellement crédible? Oui, parce qu'ils discutent avec lui depuis un petit moment. Si jamais Rabiot part à Milan, je pense qu'il peut être inclus dans la transaction. Donc oui, c'est plausible et crédible. Il y a aussi un latéral gauche à la fin. Enfin, ils sont très loin d'avoir fini un mercato et il reste que 10 jours. Mais pardon, Bennacer l'année dernière, c'est quand même pas hyper concluant. Ah non, c'est pas bon même. Tu vois, se dire que tu vas remettre les clés, enfin remplacer numériquement Rabiot par Bennacer, il y a quand même pour le coup un gouffre. Tu ne trouveras pas un joueur comme Rabiot de toute façon. Non, tu ne trouveras pas. Et la deuxième question, c'est est-ce que parce qu'après le match contre Rennes, Bennacer a dit il nous faut 3-4 joueurs, quelque chose comme ça. Est-ce que là, les 3-4 joueurs de bon calibre, tu peux les avoir avec une telle situation où tu vois qu'en fait Marseille reste Marseille, une poudrière sans nom, où tu peux te faire virer pour une altercation, etc. Est-ce que pour les joueurs, ça peut pas être un petit repoussoir à se dire bon bah finalement Marseille en ce moment. On réfléchit beaucoup. C'est vrai qu'en tant que joueur, si je me fais appeler par l'Olympique de Marseille, est-ce que dans 3 matchs, je vais pas me faire virer finalement à la trêve hivernale? On veut plus de toi et tu cherches pour un club. Est-ce que De Zerbi dans 10 matchs, il va pas se faire virer? Franchement, depuis 10 ans, il y a plein de choses quand même. 10 bonnes années. Ça a rarement été aussi attractif. Il y a beaucoup de très bons joueurs qui aimeraient bien venir à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je serais un peu mesuré. J'ai entendu dire tu ne trouveras pas de profil comme Rabiot. Oui, Rabiot, c'est un top profil, ça, il n'y a pas de problème. C'est un super joueur. Sauf que l'Olympique de Marseille a quand même prouvé depuis maintenant 4-5 ans qu'il était capable de faire venir d'Alexis Sanchez, des Aubameyang, justement Rabiot. Ils sont capables de faire des coups comme ça. Quand tu vas chercher Pierre-Emile Holberg, moi, dans ma tête, il n'y a aucune vie où Pierre-Emile Holberg vient jouer en Ligue 1. Ils y arrivent. Donc, c'est grâce à un ancien joueur aussi, Timothée. Quand tu as Bennacer dans le le mérite en revient à Bennacer, à Pablo Longoria, pas de problème. Mais c'est pour ça que je serais un peu plus mesuré en disant tu trouveras jamais aussi bien que Rabiot. Peut-être pas aussi bien, parce qu'effectivement, la saison qu'il a fait l'année dernière est incroyable, mais est-ce qu'ils ne sont pas capables d'aller dégoter justement ce joueur que personne n'attend en Ligue 1? Il y a un vide en termes de profil technique parce que c'est un joueur quand même très important dans le dispositif, mais par rapport à la personnalité, parce que c'est ce qui a été loué quand même par le board pendant toute la saison. Le professionnalisme, l'exemplarité, l'excellence, tout ce qui doit un peu draper le projet marseillais était incarné par Adrien Rabiot. Moi, ce que je vais attendre aussi, c'est que certains cadres, je pense à Rouli, je pense à Balerdi, je pense à Højbjerg, je pense à Greenwood, qui... Non, mais pas Greenwood dans le... oui, mais justement, je le mets bien volontairement parce que ce qui ressortait du documentaire, c'est que aussi, en termes d'implication par rapport au collectif, il n'était pas forcément au niveau de ce qui était attendu. Moi, je trouve que c'était un petit peu facile ces derniers temps de la part de certains pseudo-cadres de dire « Ah, c'est la faute d'un tel, ah, c'est la faute d'Euro, ah, c'est... » On l'a beaucoup entendu en plus. Voilà, donc moi ce que je vais attendre aussi, alors évidemment il faudra compléter l'effectif parce que grosse saison, gros calendrier et puis combler l'absence de Rabiot, mais il va falloir aussi peut-être que d'autres personnalités dans ce vestiaire soient au niveau en termes de leadership, et je parle de leadership positif, parce que dire il y en a qui n'ont pas fait le travail, il y en a qui n'ont pas assez couru, ça c'est pas du leadership positif, ça c'est des petites torpilles qu'on s'envoie comme ça, qui font le poison du vestiaire, et après ensuite on s'étonne que ça explose. Il faut du leadership positif, et l'absence de Rabiot doit générer l'émergence de leaders positifs.